Alors Malek, tu es Malek Boukerchi, qui est conteur, philosophe, ludologue, spécialiste des logiques coopératives et adaptatives dans les organisations. Tu interviens auprès de grands groupes dans tous les secteurs et à l'international, en médiation, en conseil, formation, accompagnement. Tu as accepté, tu fais également de la conférence narrative. Je conseille tous ceux qui ne connaîtraient pas encore Malek d'aller voir les contes ou les conférences narratives sur YouTube. C'est quelque chose. Et tu te définis comme un guetteur-tisseur de rêves, car rien ne vaut un rêve pour créer le futur. Je te laisse le micro, Malek. Alors, tu as accepté de venir répondre à nos questionnements sur la thématique de cette année, sur nos énergies, les 4 énergies. Comme tu es assez conceptuel dans toutes tes démarches et dans toutes tes recherches, on va attaquer peut-être sur cette typologie qui nous a intéressés cette année, énergie physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Comment appréhendes-tu chacune d'entre elles? Faut-il s'attacher à maintenir un parfait équilibre entre le 4 ou avec d'autres, puisqu'il y en a certainement beaucoup plus? Quelle est ta démarche? En tout cas, merci de l'invitation, cher Raphaël. Bonjour, bonjour, plutôt bonsoir à toutes et à tous. D'abord, quelques précautions oratoires en guise d'éléments introductifs. Ce que je vais dire, bien sûr, est le fruit plutôt de mon expérience, de ma sensation, de ma sensibilité, de ma trajectoire. Donc, il n'y a pas forcément une approche de véracité extrêmement objective, scientifique, mais bon, on peut faire de l'induction personnelle pour pouvoir ensuite peut-être apporter quelques éléments de généralité. Alors, par rapport aux 4 énergies que tu as évoquées, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle, à mon modeste niveau, je pense que toutes ces énergies-là, elles fonctionnent dans une logique de hiérarchie enchevêtrée. On est dans une sorte de processus tourbillonnaire où les unes s'alimentent avec les autres. Et ce qui est intéressant, ces 4 énergies, on peut faire le lien avec le paradigme de la personne entière. Pour moi, l'énergie physique, c'est le corps. L'énergie mentale, c'est la tête. L'énergie émotionnelle, c'est le cœur. Et l'énergie spirituelle, on est forcément dans cette dimension de la transcendance ou dans le sens. Maintenant, ce qui est intéressant, en fonction des histoires, des trajectoires des uns et des autres, parce que la vie, elle est faite d'atermoiements du cœur. La vie, elle est faite de haut et de bas. La vie, elle est faite de brisures, de cassures, de ruptures, de fêlures, de ruptures. À travers ces états, c'est vague à l'âme, c'est bulle à l'âme, c'est ce qu'on a entendu juste précédemment. Forcément, il y a une énergie qui va prendre le dessus sur l'autre, souvent. Un peu comme l'essence. Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus kinesthésiques. Il me semble qu'en fonction de la vie, en fonction des trajectoires, il y a une dimension énergétique qui va prendre le pas sur l'autre. Donc, il y a une racine, il y a forcément un invariant primaire qui va être alimenté par les autres. Et me concernant, à travers l'évolution de ma pratique sportive, à travers l'évolution de ma démarche spirituelle, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que la dimension énergétique la plus essentielle chez moi, aujourd'hui, c'est le corps. La dimension du corps, l'énergie physique. C'est une sorte de tronc qui s'appuie sur des racines, qui est la dimension spirituelle, et qui s'élève dans 2 branches maîtresses que sont le cœur et le mental, qui va pouvoir capter toutes les énergies extérieures par rapport à la personne. Mais je crois beaucoup à la dimension du corps, parce que chez nous, dans la pratique, on aura l'occasion d'y venir, dans l'ultramarathon des extrêmes, ça va faire un peu écho avec des mots différents, avec ce qui a été évoqué précédemment. Chez nous, on dit « le corps ne ment pas, la tête est un gros menteur ». Le corps ne ment pas, il t'envoie toujours plein de signaux. Est-ce qu'on est capable de les entendre? Et ce qui est intéressant dans cette dimension corporelle, c'est peut-être notre capacité à ressentir, à comprendre que le corps est fondamental parce que nous sommes des êtres incarnés. On a beaucoup parlé ces dernières années du supplément d'âme face au métier des incarnés par rapport à la question du sens. Et que peut-être avec la situation que nous avons vécue durant ces dernières années, cette fameuse situation de désagrégation du réel, cette situation d'invasion numérique à tout va, je crois que plus que jamais, on a besoin non pas de supplément d'âme, mais de supplément de corps à corps. L'enfer, comme disait Sartre, il disait l'enfer, c'est les autres. On a remarqué que l'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est l'isolement. L'enfer, c'est le confinement. L'enfer, c'est l'absence de lien. L'enfer, c'est l'absence d'intercorporéité. Plus que jamais, on a besoin de corps à corps, car c'est grâce au corps qu'on est capable d'être dans le cœur à cœur. Alors le corps pose problème, toujours. Parce qu'on n'a pas choisi forcément son corps. On le reçoit avec
c'est haut et c'est bas, il y a des parties claires, des parties obscures, des parties lumineuses, des parties sombres, des parties passives, des parties actives. On l'aime ou on l'aime pas ce corps, mais il faut l'accueillir tel qu'il est. À nous de prendre rendez-vous, il me semble, avec notre guide intérieur, qui permet de transformer toujours à l'intérieur de notre corps le dur en doux, le pesant en léger, le clair, l'opaque en clarté, le paraître en être. Alors si je devais terminer sur ta question par rapport à ces différentes énergies qui s'alimentent, si je crois à la dimension du corps, il y a peut-être un message à ne pas oublier, ça a été évoqué un peu de manière, avec ses propres mots par Madame Guigny. Nadia, alors on va dire Nadia. Il ne faut pas oublier qu'on n'habite pas notre maison 24 heures sur 24. Hormis peut-être le premier confinement, la véritable congélation mondiale, le grand internement, où là, exceptionnellement, on a tous habité 24 heures sur 24 la maison au mois de mars 2020. Mais d'habitude, on n'habite pas notre maison 24 heures sur 24. On n'habite pas notre lieu de travail 24 heures sur 24. On n'habite pas notre voiture 24 heures sur 24, même pour ceux qui font beaucoup de routes. Le seul endroit que vous habitez 24 heures sur 24, c'est votre corps. Et qu'est-ce que vous faites pour être bien avec votre corps? Parce qu'un être qui habite son corps est l'hôte de l'univers tout entier. Partout où il se trouve, il se sent bien. Alors, pour terminer de manière anagogique, c'est-à-dire on va faire de l'analogie sémantique, là c'est le conteur qui va parler, si on prend le mot corps, parce que le corps individuel permet de faire corps à corps avec les gens, ça permet de construire le corps social, ça permet de construire le corps organisationnel. Quand vous prenez le mot corps, à travers le mot corps, on a toutes les dimensions qui permettent d'être bien avec son corps et avec les autres. Autrement dit, on sera capable de raisonner. Raisonner, R-A-I, la tête, mais raisonner, R-E, le cœur à cœur. C-O-R-P-S, pour qu'il y ait un corps solide, il s'agit d'être congruent. La congruence, qui est fondamentale. Trop de gens vivent à la périphérie de leur corps ou à la périphérie de leur cœur, alors qu'il s'agit d'être aligné avec soi. Est-ce que je suis vraiment en accord parfait avec mon être profond, avec l'enfant éternel, peut-être qui sommeille en chacun de soi et en chacun de nous? La congruence n'est rien sans le côté haut, l'oblativité. Quand le corps est bien préparé, il est extrêmement généreux. L'oblativité, c'est la générosité. Cette capacité à s'engager de manière pleine et entière. Mais l'oblativité n'est rien sans le côté R, tu l'as évoqué. Mieux que la résilience, j'ai beaucoup aimé le mot qui a été évoqué par Nadia. Nous sommes renaissants. Le corps est renaissant, il n'est pas résilient, il est renaissant. Ça va beaucoup plus loin. On pourra y revenir sur le distinguo entre résilience et renaissance. Et la renaissance n'est rien sans le côté paix du corps et de la vie en général. Parce qu'on n'imagine pas tous les projets avortés, toutes les relations gâchées, tous les instants manqués, pour cette seule petitesse de l'élan vital qu'est l'impatience. Il s'agit de cultiver la patience. Quand on est patient avec le corps, on est capable d'aller loin. Et qu'est-ce qui va unir tout ça? Je termine là-dessus, cher Raphaël. La congruence, l'oblativité, la renaissance et la patience, on a besoin d'alimenter toutes ces quatre énergies. L'énergie se transforme en synergie. On a besoin d'être dans des relations synergétiques. La synergie, c'est la capacité à être avec les autres. La synergie, c'est le sténisme. Le sténisme, c'est le mouvement, parce que la vie est mouvement. Alors, tu as parlé de ces quatre énergies. Est-ce que toi, à titre personnel, tu en vois d'autres? Tu en sollicites d'autres? Tu les pratiques ou tu les chéris? Quelle est ton approche là-dessus? Alors, il y a ces quatre énergies, on va dire que ce sont des énergies endogènes, qui nous correspondent à nous, en tant qu'êtres incarnés, individués. Mais nous sommes incarnés dans une réalité objective. Il y a un monde qui est tout autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. Et donc, il y a des énergies forcément exogènes qu'il s'agit d'aller capter, d'aller sentir, d'aller ressentir et d'aller prendre. Et donc, j'en vois deux essentielles. La première des énergies, ça a été évoqué précédemment, et que tout le monde est capable d'aller chercher, l'énergie tellurique, l'énergie terrestre, Gaïa, la nature. On est des êtres à haute intensité ou à basse intensité. Quand ton téléphone portable est à plat, ou quand votre téléphone portable est à plat, vous avez tous ce réflexe, vite, il faut que je le connecte, il faut que je le branche. Sinon, c'est la misère, ça ne va pas. Quand vous êtes à plat, et si je n'ai plus les ressources d'aller puiser dans mes propres énergies, allez marcher dans la nature, allez faire une randonnée, installez-vous dans une terrasse et regardez les gens passer. Et à un moment donné, juste le fait de marcher dans la nature, on a l'impression de se reconnecter à l'essentiel inaperçu. On a l'impression de reprendre des forces. La nature, le monde qui nous entoure, ne mourra pas par manque de merveilles, mourra par manque d'émerveillement. Tout est question de regard dans la capacité à capter les belles choses qui sont là. Parce que vous avez remarqué que souvent les choses les plus insignifiantes, les petites choses, permettent de faire des grandes choses. Le chant d'un oiseau, l'éclat de rire d'un enfant, irrépressible.
le sourire d'une inconnue croisée dans la rue. Toutes ces choses-là qui nous permettent des fois de vibrer, de frissonner dans la vie. Donc il y a cette énergie tellurique terrestre de la nature, et que peut-être l'énergie la plus belle, au-delà de l'énergie tellurique terrestre, c'est d'aller capter l'autre énergie. Je dis souvent que les plus beaux paysages, ce sont les visages. Allez rencontrer des gens qui vont croire en vous, qui vont magnifier votre réel, qui vont sublimer ce que vous êtes, qui vont alimenter votre élan et votre allant. Et ces gens-là, alors dans la vie, il y a tout type de catégories. Vous allez avoir les morosophes, comme l'expliquait Erasme déjà à son époque, les gens qui sont dans une logique mortifère, qui ont des mots poison, qui sont des docteurs tant pis, qui feront tout pour casser votre énergie. On ne peut pas les éviter, on peut les écouter, ils sont là, ok. Mais à côté des morosophes, il y a plein de gens qui sont riches d'énergie débordante. On a pu le voir avec Nadia et Anne-Laure. Ces gens-là sont dans une logique aurifère. Ce sont des docteurs tant mieux ou des doctoresses tant mieux. Elles sont là pour magnifier le réel. Donc, autrement dit, ces gens-là, il faut aller puiser dans ces énergies-là. Et je crois, alors j'ai parlé de synergie, je crois que la plus belle des énergies, c'est l'interdépendance. Parce qu'on a besoin des gens pour pouvoir construire et avancer. Et l'histoire de l'humanité nous le prouve. Seul, on peut faire des belles choses, mais c'est ensemble qu'on va beaucoup plus loin. Autrement dit, cette énergie organique des visages qui est là, à tout bout de champ, tout le temps, il suffit juste de savoir capter et d'aller sentir ces gens qui sont là. Il faut éviter les gens pressés, parce que quand le temps te presse, il t'oppresse, c'est une règle de base. Éviter les gens pressés, aller avec des gens empressés, parce que être empressé, c'est cultiver l'ardeur de la quête, l'ardeur de l'enquête ou de la conquête de soi avec la ferveur du cœur. Éviter les gens débordés, aller avec des gens débordants d'amour, de vie et d'énergie. Et là, on est capable de magnifier le réel. Merci Malek de ces conseils précieux. Alors on est inspiré autant qu'impressionné par l'ultra-marathonien de l'extrême dont tu vas peut-être nous parler encore un peu, nous rappeler tes exploits, mais surtout comment tu arrives à ces exploits, comment tu décuples ton énergie physique, cette résilience, comment tu la réveilles, comment tu t'y prépares à ces aventures. Alors dans ta question, il y a déjà des éléments de réponse. Tu as évoqué un mot, maître mot, préparation. Tout vient de là. Maintenant, juste peut-être un rappel. Qu'est-ce que l'ultra-marathon des extrêmes ? Donc, vous connaissez le mot marathon, mais il y a le mot ultra et il y a le mot extrême. Les marathoniens, aujourd'hui, il y a à peu près 3,5 millions de marathoniens identifiés dans le monde. Des gens qui ont été capables de finir un marathon 42 km 195. 3,5 millions. Donc, ils sont dans une base de données à New York. L'ultra-marathon des extrêmes, nous sommes 700 aujourd'hui dans le monde à pratiquer l'ultra-marathon des extrêmes. Comme on le pratique, nous, à savoir, on est capable de faire des chevauchées fantastiques sur des distances minimum de 400 km, c'est les courses les plus courtes. Et on peut monter aujourd'hui jusqu'à 2000 km. Et on traverse les endroits les plus fascinants qui soient. Ces maisons aux parois de néant, un exil pour le corps, mais une patrie pour l'esprit, les déserts. Donc on est des grands spécialistes de chevauchées fantastiques dans les endroits les plus dangereux qui soient, que sont les déserts chauds, les déserts froids, les déserts polaires. Et pourquoi on est peu nombreux ? Parce que nous sommes totalement déconnectés du monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un des rares sports où on est complètement enveloppé par un manteau. Je dis un manteau de clémence et d'invisibilité. On n'a pas de basile, on n'a pas de balise. On fonctionne à la boussole, à l'ancienne. Donc on a la boussole, on a la carte du désert. Alors une carte du désert, c'est jaune, il n'y a pas grand-chose, mais il y a les puits. Parce que notre enjeu, c'est de repérer les puits pour pouvoir récupérer l'eau tous les 100-120 km. En moyenne, on fait 90-100 km jour quand on part sur 15 jours, sur 20 jours. Et on a la carte des étoiles, histoire de se repérer la nuit si on n'est pas trop perdu par rapport à notre course d'orientation. Et donc, quand on part, on n'est que 10-12. Et donc, ça, vous imaginez bien que la dimension essentielle qui permet de tenir et de se tenir dans l'ultra-marathon des extrêmes, et je fais le lien avec la première question, le corps. Il faut que le corps soit solide. Quand le corps est solide, le mental et les autres énergies vont prendre le reste. Mais si le corps n'est pas solide, on est dans l'incapacité de pouvoir faire face à ces défis de l'improbable et de l'incertain. C'est comme un sportif de haut niveau, que ce soit dans l'euro, un footballeur, que ce soit quelqu'un dans l'athlétisme. S'il s'engage dans une compétition et son corps est blessé, il a une blessure, une gêne musculaire, ligamentaire. Il a beau avoir le mental, il ne sera pas à 100%. Il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Donc la clé, c'est de préparer ce corps à ces défis extraordinaires. Et ce qui est intéressant dans l'ultra-marathon des extrêmes, ça a à voir avec nos vies de tous les jours, c'est qu'on retrouve le goût de l'effort, de la patience et de la persévérance, et qu'on fait face
à un univers totalement incertain, parce que entre ce que je prépare et quand je pars là-bas, il n'y a que des galères, tout le temps. Alors j'aime beaucoup le mot de Nadia, lorsqu'elle dit l'enjeu c'est de transformer les pépins en pépites. La vie c'est que ça. Et dans l'ultramarathon, on fait que ça. On transforme tous les pépins de galère en pépites. Et donc la préparation, voilà le maître mot qui permet de réussir tous les défis. Comme dans la vie de tous les jours. Ce qui compte, ce n'est pas le jour J. Moi, je vois avec les étudiants, je leur dis souvent, ce qui compte, ce n'est pas l'examen, c'est avant. Qu'est-ce que vous avez fait avant pour être prêt le jour J? Tout comme un rendez-vous important avec un client, ce qui compte, ce n'est pas le jour J, c'est avant. Et nous, dans l'ultra, c'est la même chose. La préparation, c'est la tutrice de l'excellence. La préparation, c'est l'antichambre de la confiance. Et la confiance est la langue natale de la sérénité. Et quand on est bien préparé, eh ben, on peut improviser, mais jamais l'inverse. C'est la préparation qui permet d'improviser, parce qu'on a essayé de prévoir tous les éléments. Et sur place, on a tellement emmagasiné de confiance en amont qu'on est capable de pouvoir faire preuve d'agilité ou d'adaptance. Et c'est quoi une bonne préparation? C'est une alliance, c'est une osmose entre une exigence, une intransigeance, une discipline, voilà un mot qui fait peur, une véritable discipline dans la pratique de l'entraînement, et une confiance inébranlable en soi. Une confiance vis-à-vis de son corps, une confiance vis-à-vis de l'univers, une confiance vis-à-vis des territoires qu'on va traverser. Et quand on a ça, eh ben on peut s'adapter et on peut avancer. Et la douleur dans tout ça, parce que tu as eu des pépins, tu as dit, comment tu gères cette douleur? Eh bien, la douleur, en tout cas, quand on est dans l'ultramarathon des extrêmes ou dans une pratique sportive, on sait que la douleur sera là. Alors on devient, moi je garde en mémoire les propos des Tarahumaras, ce grand peuple de coureurs aztèques. C'est un peu les descendants des Aztèques aujourd'hui au Mexique, au Quilla. Il y a des villageois qui, pour rejoindre les villages, ils sont pieds nus et ils courent en moyenne 80-100 km. On s'est posé la question, comment ils sont capables de faire ça? Pieds nus, dans la montagne, dans les Copper Canyons. Et on a découvert leur philosophie de vie et ils vous disent toujours ne jamais devenir le disciple de la douleur, ne jamais devenir victime de la douleur, mais en être le disciple. Autrement dit, c'est la capacité toujours à transformer, ne jamais transformer une douleur physique locale en une souffrance globale psychique. Les gens font ça souvent. Par exemple, quand quelqu'un dit « j'ai mal au genou », ce qui compte, ce n'est pas le genou, c'est « j'ai mal ». J'ai mal partout. Et on va se focaliser sur l'ensemble, alors que j'ai juste mal au genou, le reste du corps va bien. Donc il s'agit de savoir basculer sur le reste du corps qui fonctionne et de savoir tenir. Parce que l'ultramarathon des extrêmes, c'est comme la vie, c'est un sport. Je vais parler d'anastasis. Le terme grec, c'est on est dans un sport d'agonie, c'est un sport de résurrection. Il y a un moment donné, on n'a rien, ça ne va pas. Mais il suffit de tenir 1 minute, 5 minutes, peut-être 10 minutes, 1 heure, et à un moment donné, on va retrouver de l'énergie. C'est comme dans la vie, souvent, les gens abandonnent au dernier virage, sans savoir qu'après le virage, il y a la ligne droite qui permet d'arriver. Alors c'est sûr que la préparation, elle va changer en fonction des situations. Quand je prépare une course à moins 50 degrés, quand je prépare une course à 6000 mètres d'altitude, si je prépare effectivement, ma dernière course il y a 1 an, c'était un 1000 km en 15 jours en Mauritanie, donc c'est 100 km jour. Est-ce qu'on n'a pas prévu le changement climatique en Mauritanie est impacté ce pays? Plus d'eau dans les puits au bout de 3 jours. On fait comment quand on n'a plus d'eau dans les puits? Eh bien là, quand tu es bien préparé, on est capable de trouver toujours des solutions parce qu'on croit en la vie et surtout qu'on croit aux rencontres. Et je crois que moi, en ce qui me concerne dans la préparation, le plus important, ce n'est pas la densité physique, ce n'est pas la densité mentale, ce n'est pas la logique aussi technique, parce qu'il y a toute une approche technique pour pouvoir réussir ces paris de l'improbable. Je crois beaucoup en la dimension archéotopique, celle des rencontres. Quand je pars dans une course, je m'entoure de partenaires, des gens qui vont me donner des clés pour réussir. Donc je suis non pas dans une aventure solitaire, je suis dans une aventure solidaire. Je cours en plus pour une cause et surtout, je n'oublie pas l'anthropologue que je suis. Quand je pars dans les déserts, ce qui compte pour moi, ce n'est pas la ligne droite. Le plus important, c'est les sentiers, les détours. Il faut emprunter les sentiers buissonnés parce que j'essaie toujours d'aller rencontrer ces peuples premiers qui vivent dans les déserts. Ce sont des hinterlands. Vous avez des gens qui vivent dans des conditions extrêmes, qui ne sont pas dans le futile, mais dans l'utile, et qui ont peut-être des clés à nous donner dans la manière de vivre, de manière sobre et réelle. Et donc, j'essaie de répondre toujours à ces 3 questions. C'est qui les gens? Comment ça marche? C'est quoi le monde? Donc, je pars à la rencontre de ces gens improbables qui vont m'alimenter dans ma réflexion et qui vont surtout me donner de la joie, de l'amour et de la vie, parce que c'est grâce à ces visages-là que je suis capable de tenir dans ces grandes traversées. Alors j'entends préparation, discipline, anticipation. Mais comment tu répares ou comment tu réénergises? On a posé les questions à Anne-Laure et à Nadia. Quel serait, toi, en dehors de cette discipline, c'est presque de l'ascétisme,
c'est toi qui vas nous le dire, mais comment tu vas recharger tes batteries ou comment tu vas aider ton corps à donner plus au quotidien? Je crois d'abord il y a une règle de base. La meilleure des habitudes, c'est savoir changer souvent d'habitude. Ça, c'est une règle de base. Chaque course que je prépare est complètement différente par rapport aux autres, donc je suis constamment dans un renouvellement constant. Autrement dit, j'ai toujours un regard d'émerveillement par rapport aux défis qui vont venir. Maintenant, ce que je vais dire là, je vais être en posture d'humilité. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour les autres. Il faut être extrêmement humble, parce que nous avons des corps différents, parce que nous avons un mental différent, parce que nous avons des histoires différentes. Mais il est clair qu'il y a des routines, des process qui sont mis en place. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de courir minimum 1 heure par jour. C'est une règle de base. La question ne se pose même pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans la journée, je suis capable de libérer 1 heure. Alors, si c'est pas, ça peut être tôt le matin. Des fois, je peux courir à 4 heures du mat parce que je suis pris par un voyage, donc je vais me lever beaucoup plus tôt. Je peux courir à minuit si je n'ai pas le temps dans la journée, mais je cours 1 heure, indispensable, pour pouvoir permettre au corps d'être en mouvement. Parce que quand le corps est en mouvement, la vie va. Ce qui nous tue dans nos sociétés modernes, c'est la sédentarité. C'est la pire des maladies. Donc, l'enjeu, c'est d'être en mouvement. Et je crois que pour les gens aujourd'hui, s'il y a quelques modestes conseils, et je rejoins ce qu'a dit Nadia, méfiez-vous des conseils, suivez les bons exemples. C'est la règle de base à toujours avoir en tête. Mais je crois qu'il y a peut-être 3 routines à mettre en place sur le plan du corps et une sur le plan du mental, sur le plan de l'esprit. La première des actions à mettre en place, marcher. Quoi qu'il arrive, marchez. Dès que vous pouvez marcher dans une journée, faites-le. Parce que la marche, c'est une ode au corps. La marche, ça permet de faire circuler toutes les énergies, tous les fluides, tous les flux à l'intérieur du corps. Moi, je garde en mémoire les propos d'un Jean Genot lorsqu'il écrit dans Serpent des étoiles. Si tu penses mal, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu ne sais pas quoi penser, marche. Et si tu t'ennuies, marche, ça te fera du bien. Vous avez remarqué, quand vous n'êtes pas bien, allez marcher. Ça va vous permettre de débloquer plein de situations. La marche est fondamentale. Ça peut être 1 heure, évitez les ascenseurs, escaliers. Alors bon, pas qu'il y ait 15 étages, je veux bien, mais c'est 2-3 étages, on monte, on prend des escaliers. L'escalator, on évite, on prend toujours les escaliers parce que ça va permettre d'être dans une activité physique minime, mais au moins le corps est en mouvement. Deuxième activité indispensable, alors peut-être pour les gens du quotidien, c'est un peu compliqué, mais c'est peut-être possible de le faire le week-end. Moi, je sais, quand je m'entraîne 1 heure, nous, les ultramarathoniens à l'extrême, nous sommes devenus les spécialistes de la course arrière. On est des grands spécialistes de la course arrière. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça peut surprendre. Sur 1 heure de course à pied, quand je m'entraîne, j'ai toujours 15 minutes de course arrière, tout le temps. Si je cours 2 heures, je vais basculer à 25 minutes en course arrière, etc. Parce que courir en arrière, c'est quelque chose de fascinant. Ça va permettre de rééquilibrer le corps. Quand vous marchez devant, quand vous courez toujours devant, vous allez sursolliciter les mêmes muscles tout le temps. D'où les problèmes de tendinite, de ligaments, de rupture forcément musculaire. Le fait de courir en arrière, avant de courir en arrière, apprenez à marcher en arrière. N'importe quel sport a besoin de marcher en arrière. Et quand vous marchez en arrière, il faut le voir, quand vous marchez en arrière, vous vous redressez. Vous ne pouvez pas être courbé en avant. Quand vous êtes en arrière, forcément, vous allez ouvrir la cage thoracique. Vous allez travailler des muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Les muscles lombaires, les muscles lisses qu'on ne sursollicite pas. Et l'enjeu, il y a un mouvement bien sûr accéléré. L'enjeu, ce n'est pas de regarder derrière, parce que sinon, on va avoir des torsions musculaires. L'enjeu, c'est de regarder droit devant soi et on court en arrière. Et quand je cours en arrière, à Paris ou partout dans le monde, alors c'est sûr, les autres coureurs qui me croisent, ils regardent avec des grands yeux en se disant « Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Il court pas dans on me dit souvent « Vous ne courez pas dans le bon sens. » Alors je me dis « Attendez, qui court dans le bon sens dans notre société moderne ?» Et ce qui est intéressant quand vous courez en arrière, ce qui est fascinant, ou si vous marchez en arrière, faites-le à la maison, les week-ends, 1 minute de marche arrière, histoire de rééquilibrer le corps. Parce que la course arrière a été créée par les maîtres Shaolin, 11e siècle, en Chine, où eux, ils incarnent dans le corps le yin-yang, où il faut constamment rééquilibrer tous les muscles. On a tendance à utiliser que les mêmes muscles antérieurs, pas les muscles postérieurs. Et courir en arrière permet de rééquilibrer tout le corps. Moi, depuis que je cours en arrière, j'ai plus de problèmes musculaires, j'ai plus de blessures, c'est fascinant. Et en plus, sur le plan du mental, courir en arrière, ça change la perspective. Parce que quand tu cours devant tout le temps, tu te dis « Ah, il me reste tout ça à faire ». Quand tu cours en arrière, tu te dis « Waouh, j'ai déjà fait tout ça ». Complètement différent. Et tu transposes à la vie de tous les jours. Quand les gens terminent leur journée, ils se disent souvent « Oh là là, il me reste tout ça à faire ». Alors que si on court en arrière, en fin de journée, on devrait se dire « Waouh, j'ai abattu tout ce travail, j'ai déjà fait tout ça ». Au lieu de psychoter sur ce qui reste à faire, il s'agit de savoir bonifier, d'être dans la gratitude d'une journée qui a été bien remplie. Deuxième pratique,
La marche arrière, après ça peut se faire à 2, à 3, à 4, il y a plein de choses, il y a des championnats du monde arrière, on pourrait parler de la course arrière pendant des heures. Troisième activité que tout le monde peut faire, le body scan. Ça a été un peu évoqué précédemment. Moi, je sais que chaque soir, je libère toujours 10 minutes, je m'allonge tout simplement et je remercie ce corps qui fonctionne. Gratitude. Vous ne pouvez pas savoir quand vous avez un corps qui marche, un corps qui est en bonne santé, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il faut savoir lui dire merci. Dites merci à votre corps qui vous permet d'être ce que vous êtes, qui vous permet de pouvoir vous mouvoir, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de grandir, qui vous permet d'être tout simplement. Savoir dire merci au corps, c'est extraordinaire. Et enfin, ces dimensions corporelles ne sont rien sans la dimension mentale et spirituelle. Je crois qu'il s'agit de devenir des alchimistes de la vie, alchimistes du corps, alchimistes du mental, dans cette capacité toujours à transformer le négatif en positif, à transformer les blocages en opportunités, à transformer les énigmes en apprentissage. Bref, si je reprends les propos d'une Nadia, à transformer les pépins en pépites, effectivement. Donc là, il y a une ascèse, une autre discipline, où il s'agit toujours de cultiver l'émerveillement. Je crois que c'est la clé qui permet de faire face à tous les défis. C'est retrouver la fraîcheur du premier regard, c'est oublier ce que l'on croit savoir, c'est se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Et je crois que la vie, elle est là, dans cette capacité toujours à célébrer le beau, le juste et le digne. Une autre ascèse à mettre en avant qui va permettre de magnifier le corps qui est aussi en mouvement. Alors, pardon pour cette question et merci d'avoir accepté que je te la pose, puisque je te connais depuis quelques années maintenant et je ne vois pas de dérapage, je ne vois pas de bassesse, je ne vois pas de mauvaise humeur, je ne vois pas d'agacement, d'inélégance, je ne vois pas beaucoup de défauts. Quel est ton secret? Mais comment est-ce possible, Malaka? Je vais te rassurer, Raphaël. Il y en a, parce que je crois que nous avons tous des pics d'intelligence, des sommets d'intuition, mais nous naviguons tous aussi dans les vallées de la stupidité hein, et dans les gouffres ou dans les béances, des fois peut-être de l'arrogance ou de la colère injustifiée. Moi, comme tous les autres, maintenant, j'essaie toujours de faire en sorte d'éviter toute cette bassesse comportementale. C'est une exigence, c'est une ascèse, c'est une vigilance, c'est une sentinelle de soi-même. Mais qu'est-ce qui m'a permis peut-être depuis plusieurs années de ne pas tomber dans le côté obscur, si je veux reprendre une thématique cinématographique, éviter le côté obscur pour être dans le côté lumière? Je crois qu'il y a deux choses, mais tout est lié. Bon, il faut exposer. Exposer, c'est s'exposer. Je crois que le départ de maman est partie tôt, très tôt. Elle avait 40 ans. Mon petit frère en avait 7. Et j'en avais 10 de plus que mon petit frère. Et je crois que le départ de maman, alors c'est une blessure irrémédiable, c'est une blessure qui est toujours là, c'est une injustice qui est terrible. Mais derrière la blessure, il y a toujours l'ouverture. Derrière la faille, il y a toujours un éveil. Maman, je sais dans ma jeunesse combien de fois, des fois je me suis disputé pour des pécadilles, combien de fois j'ai jamais osé lui dire oh, combien je l'aimais. Et elle est partie trop tôt. Et ça, je crois quand elle est partie, ça a été un déclic où je me suis dit, on s'est perdu dans des pécadilles, on s'est perdu dans des choses insignifiantes, alors que la vie, il s'agit toujours d'exprimer les bons sentiments vis-à-vis des gens qu'on aime. J'ai jamais eu le temps ou l'occasion de lui dire oh, combien j'aimais maman. Et quand elle est partie, c'était pour moi cette occasion de transformation mentale dans la manière de voir les choses. Et en plus, maman m'a fait un cadeau extraordinaire. C'est maman la conteuse. C'est maman qui racontait des histoires à la maison. On n'avait pas de télé parce que c'était un luxe à notre époque, alors qu'aujourd'hui, maintenant, les écrans font florès. Mais à notre époque, il n'y avait pas de télé, la voleuse des mots, et maman, le soir, nous racontait des histoires. Et la maladie l'a emporté. Et je me rappelle, mon petit frère, quand on a ramené le corps en Kabylie, la première question qu'il a posée, quand maman n'était plus là le soir, le premier soir, il a dit « Qui va raconter des histoires à la maison ?» Et ça a été... Pas une seule fois j'étais prêt, pas une seule fois je me suis dit que j'allais raconter des histoires. C'était pas ma voix. Mais je ne me voyais pas laisser mon petit frère sans cette envie d'être porté par la force des mots, par la mélodie des sons. Et donc, alors, je lui ai fait une promesse à mon petit frère, à Serval, en lui disant « Je n'aurai pas la tessiture de la voix de maman. Je n'aurai pas sa capacité à embarquer dans notre langue berbère qui est très belle, le tamazight.
parce que j'ai un accent français au couteau terrible, comme j'ai grandi en France. Donc, ce n'est pas le même accent, forcément. Je n'aurai pas la même tendresse ou la même finesse ou la même délicatesse que maman qui nous racontait des histoires de chez nous. Mais j'ai commencé à apprendre, à chercher, à collecter, à essayer de dire, à narrer autrement. Et depuis, les contes m'alimentent énormément et c'est devenu une philosophie de vie. Et je crois beaucoup en ces temps de désagrégation du réel, à la force des histoires. Parce que conter, raconter, c'est apporter un peu de ciel bleu ici-bas sur Terre. Conter, raconter, au-delà de raconter une histoire, c'est créer du sublime, c'est guetter l'invisible et c'est garder vif la soif d'infini. Conter, raconter, c'est la capacité à transformer le petit en grand, le simple en noble et la mesure étroite en largesse magnanime. Et grâce à maman, à ce départ improbable, elle m'a fait ce cadeau. Grâce à mon petit frère qui a osé nous dire qui va raconter des histoires. Et depuis, il y a énormément d'histoires qui m'alimentent. Et pour éviter alors cette bassesse comportementale, pour éviter les colères injustifiées, je vais me permettre juste de vous raconter une petite histoire très rapide que j'essaie de garder en moi, qui me permet de faire face à ces défis du comportement ou d'être dans la juste résonance. Il y a un grand philosophe, c'est une vraie histoire en plus, c'est une hagiographie, mais entre le mythe et l'histoire, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas toutes les preuves de son existence, à l'image d'un Socrate. Il y a débat. Exister ou pas exister, on n'en sait rien. Il y a gros débat. Platon utilise Socrate comme un cheval de Troie. Alors c'est la même chose pour Hatim de Balkh. Hatim de Balkh, grand philosophe de la Bactriane du IVe siècle avant notre ère, donc on remonte très très loin dans le temps, comme quoi on n'a rien inventé. Et je crois qu'on devrait tous cultiver du Hatim de Balkh dans notre cœur, dans notre mental et dans notre esprit. Hatim est tellement connu à son époque parce que sa parole est puissante, parce que son jugement est bienveillant, son silence est invitant et son rire jubilatoire, que tous les empires à côté de la Bactriane, c'est l'Afghanistan d'aujourd'hui. Si je veux faire juste le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, la Bactriane, c'est l'Afghanistan d'aujourd'hui. Il y a d'autres empires qui sont en train de grandir. La Bactriane était puissante à cette époque. Et il y a un empire qui est en train de naître, l'empire de Babylone, les Babyloniens. Et ils veulent avoir de la sagesse d'Hatim. Ils en font un émissaire à Balkh. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui en Afghanistan. C'est extraordinaire. Et l'émissaire demande à Hatim de venir à Babylone pour enseigner, transmettre, partager son savoir. Hatim refuse. Trop loin. Je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants. Mais c'est sa femme qui lui dit « ta raison d'être, c'est de transmettre, de partager. Va, je suis suffisamment forte pour m'occuper de mes enfants, on n'a pas besoin de toi et tu reviendras quand tu auras envie de revenir. » Alors il est forcé un peu par son épouse et il dit « bon, alors j'y vais. » Mais il fait une promesse. Il dit « je reste 1 mois là-bas et je reviendrai au plus vite. » Donc il part 6 mois pour partir. Il faut 6 mois de traversée entre l'Afghanistan de l'époque et l'Irak d'aujourd'hui. Le gars, il est motivé. 6 mois de voyage pour rester 1 mois et il repart ensuite 6 mois. Donc 1 an de voyage pour rester 1 mois sur place. Pendant le voyage, il apprend des rudiments de la langue parce qu'il s'est posé la question « mais je fais comment pour transmettre ? Moi qui habite la Bactriane, je ne parle pas un mot du babylonien de l'époque, on ne sait même pas c'est quelle langue aujourd'hui, on serait incapable de te le dire. Mais il apprend sur le tas parce qu'il a cette envie, il a cette force, cet enthousiasme. Voilà l'énergie, le carburant essentiel. Et quand il arrive à Babylone, il enseigne aux puissants dans les ziggourats et on découvre, nous disent les hagiographes, que chaque soir, il prenait un tabouret, il se mettait en plein cœur de la ville et tel le poète, tel le barde, tel l'Aède ou le conteur, il clame, il déclame et il réclame. Les gens le prennent pour un fou. Qu'est-ce qu'il parle comme ça dans la rue ? Personne ne lui a rien demandé, mais il continue, il insiste. Et au bout de 3 semaines, il y a toute la plèbe, tout le peuple est là et tout le monde l'écoute. Et là, on est entre mythe et histoire, une petite fille prend la parole et lui dit « Maître, c'est extraordinaire. Quand vous parlez, c'est terrible. Vous faites plein de fautes, c'est effrayant à vous écouter, vous charcutez. Notre langue, elle est mise à mal par votre façon de dire les choses, mais malgré tout, tout le monde vous écoute. Comment c'est possible ?» Et Hatim regarde la petite fille et lui dit « 3 choses me permettent d'être dans une logique de partage en intégralité et en intégrité. 1, je suis heureux quand l'autre a raison. 2, je suis triste quand l'autre a tort. 3, j'évite d'agir de manière arrogante avec les gens. » Alors la plèbe, il y a un brouhaha où les gens se disent « ce qu'il dit là, c'est que du bon sens ». Et il y a un cheveu gris qui prend la parole et qui dit à Hatim « Maître, ce que vous dites là, rien de nouveau, on le sait ça. Tout le monde sait ça, c'est évident, mais dites-nous comment vous faites pour éviter d'agir de manière arrogante avec les gens, parce qu'il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine qui crée un abîme profond. Trop souvent, on est emporté par les sentiments, par la colère et les émotions, et le mot qui tue sort. Comment vous faites ?»
Et Hatim regarde le cheveu gris et l'ensemble de la plèbe et leur dit ceci. 4 choses, comme les 4 énergies, me permettent d'éviter d'agir de manière arrogante et stupide avec les gens. 1. Accepte l'ignorance des autres. 2. Évite-leur de leur faire supporter ta propre ignorance. Si tu ne sais pas, dis-le. Tu ne montreras qu'une seule fois ton ignorance. Si tu caches ton ignorance, tu vas la montrer plusieurs fois. 3. Sois généreux, car la générosité est une vertu plurielle. La générosité jointe au courage, cela donne héroïsme. La générosité jointe à la compassion, cela donne bienveillance. La générosité jointe à la justice, cela donne équité. La générosité jointe à la miséricorde, cela donne indulgence. Et son plus beau nom. La générosité jointe à la douceur, cela donne bonté, car la bonté d'âme appelle la bonté d'âme. 4. Exige beaucoup de toi-même, et bien des ennuis te seront épargnés. Alors je cultive du Hatim. Merci, un grand merci Malek. Une dernière question, difficile d'enchaîner. On va quand même parler de ton prochain projet, de ton prochain challenge. Quel est-il ? Alors, il y a toujours des rêves, parce que je crois que la vie est faite de rêves. Rien ne vaut un rêve pour créer le futur, et on a besoin de ça. Même si les rêves de demain ne doivent pas oublier de savourer les aujourd'hui tels qu'ils se présentent, parce qu'il y a de belles choses au présent. Alors, avec la situation Covidée, ça a été plus ou moins en suspension, mais ce n'est pas grave, il faut reprendre la vie. Donc, je travaille sur 2 dimensions. Court terme, c'est l'année prochaine, 2022, parce que cette année, c'est un peu compliqué, on n'a pas toute la visibilité. Et là, je suis en train de... Comment dire ? Voilà, j'aimerais faire monter 42 jeunes, des affiliés, des gens qui ont quitté le système scolaire, qui se posent beaucoup de questions sur la vie, qui n'ont pas forcément... Voilà, qui sont issus de quartiers un peu compliqués, parce que je suis toujours éducateur bénévole de quartier. 42 jeunes, en plus, qui ne font pas de sport. Je vais aller chercher des gens qui détestent le sport pour leur faire un marathon. 42 jeunes pour un marathon, 42 jeunes pour 42 km 195. Alors l'enjeu, ce n'est pas de faire un temps, on s'en fout. L'enjeu, c'est de finir le marathon, parce que finir, c'est réussir. Et on sait qu'on est limité sur 6 heures pour faire un marathon, donc on va essayer de leur faire apprendre à courir à 7 km/h à minima. Et c'est de les amener à Athènes, parce que dans la vie, il y a 3 marathons à faire, et parmi les 3, il y a celui d'Athènes, qui démarre de la ville de Marathon. Et l'origine du marathon, ça vient de là, la fameuse bataille entre les Achéens et les Perses du 13 septembre 490. Les amener à Athènes, faire ce marathon compliqué, parce que c'est un marathon qui n'est pas du tout roulant, qui est vallonné entre Marathon et Athènes, avec après la carotte, c'est 1 semaine de vacances en Grèce pour partir sur les pas des premiers hémorodromes, des premiers marathoniens, et découvrir que l'histoire de nos humanités s'est faite à travers la course à pied. Parce qu'avant d'être des homo sapiens sapiens, nous sommes des homodromiens. Dromos, c'est courir. Et la course a constitué nos humanités. Donc là, il y a la quête, donc il y a tout le projet qui va se mettre en place, trouver les partenaires techniques, financiers, les partenaires aussi coachs, parce que je vais démultiplier des amis qui vont essayer d'accompagner de manière individualisée ces jeunes qui détestent le sport, mais leur mettre en mouvement. Et il y a un autre grand rêve, dans quelques années, 2-3 ans, parce que ça va demander encore une autre énergie, où il faudra aller chercher encore d'autres partenaires. J'ai un grand rêve. Alors, je ne sais pas si ça va se faire, mais peu importe. Comme disent les jeunes de quartier, au pire, ça marche. Si ça ne marche pas, ben, ce n'est pas grave. Mais on aura essayé, parce que dans la vie, il y a pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Donc, j'ai un grand rêve. Ça s'appelle Afrique-Éternité. C'est le nom de code. Afrique-Éternité, Afrique-Fraternité, Afrique-Sororité, Afrique-Humanité. C'est la course de la fraternité et de la sororité. L'enjeu, c'est un Le Cap-Alger. Une traversée intégrale de l'Afrique, 15 000 km sur 7 mois, un marathon jour. Alors c'est juste un marathon jour, ça va, parce que l'enjeu c'est de rencontrer les gens pour pouvoir répondre à 2 questions. Donc c'est une course d'anthropologie sociale. Si je vais faire un pitch, on doit toujours pitcher aujourd'hui, tiens. Alors moi je préfère parler, narrer, raconter. C'est rendez-vous en terre inconnue, j'irai dormir chez vous, et Forrest Gump. L'enjeu c'est d'inviter les Africains à venir courir avec nous, à venir traverser une partie de leur pays, parce que c'est des gens qui sont très sédentarisés, et d'aller à la rencontre des autres gens de leur pays, pour répondre à 2 questions, où j'aimerais revenir avec un livre coloré que j'aimerais remettre à l'OUA, aux autorités africaines, aux autorités bruxelloises, parce qu'on est tous africains, on est tous des migrants, il ne faut pas l'oublier. Et ça sera l'occasion de magnifier, à travers cette course, 2 questions à poser que j'aimerais rencontrer là-bas. Les gens qui militent, les gens qui luttent, les gens qui font des choses. Dans les villages, dans les villes, on va mettre en place des conférences durant la course également, aller dans les écoles pour répondre à 2 questions. La question du changement climatique, donc c'est la course de la sororité, la terre patrie, si je reprends les termes d'Edgar Morin. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Donc l'Afrique est touchée par le changement climatique.
Et c'est une des causes aussi des migrations à venir. Et donc, c'est de voir là-bas, il y a des gens qui font des belles choses pour lutter contre ce changement climatique. Mais la question la plus importante, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas le changement climatique externe, parce que la Terre, elle est résiliente. La Terre, elle est extrêmement puissante. Il ne s'agit pas de sauver la Terre, il s'agit de sauver les humains. Ce n'est pas la Terre qui va disparaître, c'est nous, si on ne fait rien. C'est complètement différent. Moi, j'ai des amis qui habitent à Kiev et qui m'envoient des photos de Tchernobyl. C'est hallucinant de voir le site de Tchernobyl, comment la nature a repris ses droits, comment les animaux ont repris leurs droits, mais nous, les humains, on n'y va pas. Donc la question la plus importante, c'est la question de la terre-fratrie. Et donc il faut faire un chiasme à la question quelle planète allons-nous laisser à nos enfants. En poésie, un chiasme, c'est quand on inverse les prédicats. La question devient quels enfants allons-nous laisser à notre planète. Parce qu'au changement climatique externe se joue la glaciation de nos rapports sociaux, la peur des autres, la peur des altérités, et c'est la question de l'éducation, de la transmission des valeurs et des vertus qui est fondamentale. Et donc on va essayer sur place, à travers cette traversée joyeuse d'anthropologie sociale de l'Afrique, de voir comment on peut répondre à ces deux questions. Merci Malek, on serait resté des heures à discuter avec toi, pleine réussite sur ces deux projets parmi tant d'autres que tu as. Et avez-vous des questions pour Malek? Olivier, j'arrive. Il faut être un peu inconscient pour prendre la parole après lui. Moi, j'ai été enchanté. Je suis prêt à venir faire un marathon, mais peut-être que je ne suis pas éligible. Il faut que je marche beaucoup avant. Moi, j'avais une anecdote qu'on me racontait et on me disait quand deux marathoniens se rencontrent, ils disent « Quel temps tu as mis ?» Quand c'est des ultra-trailers, ils se disent « Est-ce que tu as fini ?» Et j'ai remarqué que vous disiez, et c'était intéressant, que votre projet était de prendre des jeunes, mais sans vouloir leur faire des temps, mais vouloir leur permettre de finir. Donc en gros, transformer ou faire une jonction entre la philosophie des marathoniens et des ultra-trailiens. C'est une bonne synthèse. Puis j'ai une question plus sérieuse. J'ai un ami qui fait du trail, pas de l'ultra-trail, mais il fait quand même le genre Tour du Mont-Blanc. Il est complètement dépendant quand même, parce qu'il est un peu comme vous, c'est-à-dire que par pluie, vent, qu'il ait du temps ou pas, à 4 heures du matin ou la nuit, il va faire aussi ses 10 ou 15 ou 20 kilomètres. Et il a même eu un accident, il a été opéré, on lui a dit « il ne faut surtout pas que tu bouges », et il est quand même parti continuer, parce que c'est devenu quand même un peu une sorte d'addiction. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même quelque part aussi un vrai sujet? Comment on maîtrise cette addiction et comment le jour où on ne peut plus courir, on compense? Il y a plusieurs éléments à reprendre dans ta question, cher Olivier. Alors tu as raison, déjà je vais juste évoquer deux symboles qui sont complètement différenciants entre le marathonien, parce que j'ai été marathonien, l'ultra-trailer marathonien, c'est pratiquement le même univers, et l'ultra-marathon des extrêmes. Ce qui caractérise le marathonien et l'ultra-trailer, course de montagne, c'est le chronomètre. Le temps qu'il est, combien? Pour preuve, quand quelqu'un fait un marathon, la première question, si vous connaissez un marathonien, la première question que vous allez leur poser, c'est « t'as fait combien ?» Et c'est la couture de la conversation, il n'y a plus rien. Alors que l'enjeu, c'est de se dire « raconte-moi ton marathon ». 42 km, on passe par des états émotionnels et on ne pose qu'une seule question, combien? La question du combien ne pose pas, c'est la question du comment. Nous, dans l'ultra-marathon, ce qui nous anime, ce n'est pas le chronomètre, c'est le baromètre. Complètement différent. Le chronomètre, c'est le temps qu'il est. Le baromètre, c'est le temps qu'il fait. Et on fait face à plein d'impondérables, à plein d'incertitudes. On doit constamment s'adapter au jaillissement ininterrompu d'improbables nouveautés. Donc, on est dans une autre logique. Et c'est pour ça, avec les jeunes, mon enjeu, c'est de leur faire prendre conscience que la vie, le courage dans la vie, c'est de commencer. Mais quand on commence, c'est de terminer. Et on s'en fout du temps. L'enjeu, c'est de terminer, exactement. Et terminer, finir, c'est réussir. C'est une règle de base. Mais pour réussir, il s'agit un peu d'insister. Donc ça va développer des qualités d'abnégation et d'engagement. Maintenant, par rapport à la notion des drogues, entre guillemets, on est dans une société de drogués, globalement. Tout le monde se drogue. Tout le monde se dope. Les gens qui carburent au café dans la journée au travail. Le café est interdit dans les courses sur marathon et sur l'ultra. Parce que c'est considéré comme un produit dopant. Combien de gens carburent au café dans une journée? La génération Doliprane de nos enfants. Dès qu'ils ont un bobo, dès que ça ne va pas, ils prennent un Doliprane.
Ou bien c'est la période des examens, vous avez des pubs à la télé où on vous propose des produits pour mieux retenir. Est-ce qu'on n'est pas dans une société de drogués? Parce qu'on est dans une société de la performance généralisée. Et là, il y a un vrai souci. Le sport n'est qu'un miroir grossissant de nos sociétés modernes. Et donc, il y a des drogues dures et il y a des drogues douces. Et moi, je préfère que des gens soient dopés ou drogués à la pratique de la sportive parce que le corps est en mouvement, parce que le corps est capable de faire des grandes choses lorsqu'on est capable de l'alimenter, lorsqu'on est capable de le comprendre. Et pour te rassurer, Olivier, il n'y a pas d'âge pour démarrer. Le plus grand ultramarathonien d'extrême, aujourd'hui, il a 88 ans. Sa dernière course, à 86 ans, il y a 2 ans, il a fait Los Angeles-Miami. 22 coureurs alignés, 6 qui terminent. Sur les 6, tu adonnes ce Texan extraordinaire qui finit les 3500 km de course, 90 km par jour à 86 ans. Et ce gars est un coureur jeune, parce que quand tu le rencontres, il a commencé la course à pied à 65 ans. Avant, rien, nos sports. Il y a eu un déclic, forcément, il y a toujours un déclic. Vous êtes tous des pratiquants sportifs, tous. Mais il y a 2 types de pratiquants sportifs. Vous avez les pratiquants sportifs pratiquants et les pratiquants sportifs non pratiquants. Quand vous regardez un match de foot, là il y a eu l'Euro, j'imagine, peut-être vous avez regardé le match, plus de 18 millions. Donc forcément, que vous aimez le foot ou pas, le foot est un sport total, sociétal, parce que ça dépasse le cadre footballistique. Quand vous regardez un match de foot, Roland-Garros, Wimbledon, le Tour de France, même si vous ne pratiquez pas le vélo ou les JO qui vont arriver, vous êtes des pratiquants sportifs non pratiquants. Je regarde le sport même si je ne le pratique pas. Et dans la vie, on bascule d'un état à un autre. Quand vous êtes jeune, quand tu étais peut-être jeune, jadis, cher Olivier, tu es toujours jeune, on est d'accord, mais pense à tes 15 ans, à tes 20 ans, peut-être tes parents, pour se débarrasser de toi, ils t'ont dit, bon, je le mets au sport, ce gars-là. Quand on est parents, les enfants, on les inscrit dans les sports, dans les associations pour ne pas les avoir, et on leur dit, c'est bien pour toi parce qu'il faut que le corps bouge. On est jeune, on fait du sport. Quand on est étudiant, on fait du sport parce qu'on a du temps. Et souvent, on est pratiquant sportif, pratiquant. Et quand on bascule dans le monde du travail, la première rupture, le travail. C'est important, j'ai plus le temps, j'arrête le sport parce qu'il y a le travail, il faut que je fasse mes preuves. Donc c'est un choix, ce sont des choix. Après une autre rupture, je deviens papa ou je deviens mère, père ou mère. C'est une rupture qui fait qu'à un moment donné, je me dis, le sport, ce n'est pas le plus important, il faut que je m'occupe de mes enfants. Et ensuite, je peux pratiquer plus de sport pendant plusieurs années. Et à un moment donné, il suffit d'une rupture au niveau du corps, il suffit d'une rencontre peut-être avec un médecin qui va te dire, à un moment donné, attention, ce corps a besoin de bouger parce que c'est comme une moto. Vous avez une moto, vous ne l'utilisez pas pendant 6 mois, 7 mois. Qu'est-ce qui se passe pour la moto? Elle est au garage, vous ne l'utilisez pas. Elle ne démarre pas. La raison d'être d'une moto, c'est de rouler. La raison d'être du corps, c'est d'être en mouvement. Peut-être à un moment donné, on peut basculer. Et Don, ce Texan, à 65 ans, il fait 300 kilos, 2,02 m. Aujourd'hui, il fait 88 kilos, 1,98 m. Il s'est tassé à force de courir, forcément. Mais il démontre par la raison d'être et par la volonté qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer. Et pourquoi il a commencé à courir? Pour l'amour de sa femme, tout simplement, c'est sa raison d'être. Il a couru pour elle, pour lui démontrer qu'il est capable de transformer son corps et d'être toujours avec elle. Donc, s'il y a une forte raison d'être, on est capable d'y aller. Courir ou marcher, peu importe. Mais le premier des sports, c'est la marche. Avec ça, vous pouvez tout faire. Merci Malek, un grand merci.